On continue de parler du futur, on continue de parler de la façon dont on peut retrouver du sens, dont on peut redonner du sens, avec deux nouveaux intervenants. Lesquels, Louise? Alors, moi j'ai trois intervenants sur mon trois papier. nouveaux intervenants. C'est même encore mieux, je ne sais toujours pas compter. En tout cas, il y aura Gaël Mingui, directeur général adjoint du Learning Planet Institute. Anouk, notre présidente de l'association Efficience. Ça fait 2. Et Tom David, membre de cette même association. Ils sont bien 3. Voilà, c'est les 3. Vous pouvez les applaudir. Asseyez-vous, prenez place. Et merci d'être avec nous pour cette discussion autour... Alors oui, parfois le micro fait des blancs, je suis très perturbée. Donc je reprends autour d'un sujet extrêmement intéressant. Dans un monde désorienté, comment retrouver du sens ? Et vous avez des pistes de réponse. Dans le questionnaire dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, le questionnaire qui a préparé ce festival Et maintenant, il y avait une question sur à quoi il faut se préparer de nos jours dans la vie. Affronter le pire, ça a été la réponse de 41% des personnes. Et construire le meilleur, 52%. Je vous classe dans la catégorie construire le meilleur. Je pense que c'est ce que vous aurez répondu. Alors, on va commencer avec efficience et puis vous allez vous répartir la parole. On a vu passer dernièrement des tribunes, des prises de parole. Tout le monde a la remise des diplômes d'AgroParisTech en tête parce que ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une tribune que vous avez publiée à Efficience et vous pourrez un peu nous en reparler, qui a suscité des réactions, pas mal de prises de contact aussi, je crois. Donc, Efficience, c'est une association qui a démarré à l'ENS, l'École normale supérieure. Est-ce que c'est insultant si je vous dis que vous êtes surdiplômé, super diplômé, vous faites partie des brillants étudiants que la France compte? Alors, qu'est-ce que vous voulez changer aujourd'hui? À nous qu'on commence avec vous. Et vous pouvez m'appeler Louise, parce que j'ai pas dit votre nom de famille. D'accord, et ben merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, en effet, on a participé, c'est vrai que c'était assez contingent ce mouvement-là, de plein de jeunes qui prennent la parole. Nous, on ne savait pas du tout au final qu'on allait être plusieurs au même moment sur des credos un peu connexes, parfois un petit peu différents. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la manière dont le monde de la recherche peut évoluer dans son approche, dans ses pratiques. Et donc, on a voulu s'adresser avant tout aux étudiants parce que c'est eux qui constituent la force de recherche de demain, qui sont dans quelques années. Du coup, nous ne sommes pas encore diplômés pour la plupart des membres du collectif. Donc on a des gens qui viennent de terminer leur cursus ou qui sont en thèse, mais le gros du collectif, ceux qui l'avons fondé, on était au début de notre cursus en fait. Et donc la question, c'était une question très simple qui s'est posée pour nous, de savoir comment on choisit un bon sujet de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire choisir un sujet de recherche et dans quelle mesure c'est vraiment un choix crucial. Donc derrière, il y a l'idée qu'il y a beaucoup d'inertie disciplinaire. Grosso modo, on pourrait caricaturer un peu la chose en se disant... Qu'est-ce qui fait qu'on investit toute sa vie tel sous-champ? On a l'impression qu'une réponse, souvent, c'est qu'est-ce qu'on a choisi en master et qui nous a encadré par la suite? Est-ce qu'on s'est bien entendu avec notre encadrant? Puis ensuite, des années, on peut continuer à faire la même chose. Donc finalement, les choix qu'on fait en master, on peut les faire durer en thèse et les faire durer toutes nos carrières de recherche. Et donc, c'est des milliers d'heures qu'on va passer sur un sujet. Est-ce que ce sujet, il est important? Il vaut le coup d'être choisi? Et souvent, du coup, les déterminants de choix de sujet sont eux-mêmes très contingents. C'est à un moment donné, notre curiosité en tant qu'étudiant, c'est qu'est-ce qui est à la mode dans notre champ, qui est-ce qu'on connaît, où sont les financements à un instant T, et on ne se rend pas forcément compte de tout ça. Et donc voilà, nous, l'idée, c'était de fournir des outils et des moyens aux étudiants pour se réapproprier ces choix-là et essayer de coopérer dans une recherche plus impliquée. Alors, est-ce qu'on peut changer la recherche et l'orienter vers des sujets plus en lien avec les enjeux d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez des exemples, Tom David, de ce qui peut être aujourd'hui proposé par les étudiants eux-mêmes et qui est plus pertinent peut-être? Merci aussi pour l'invitation du coup. Et effectivement, on a quelques exemples. On essaye pas mal de raisonner avec l'heuristique qu'on a co-construit et qu'on a adapté dans un contexte français. On a beaucoup échangé sur ces questions. Individuellement, on va allouer beaucoup d'heures, comme l'a un peu expliqué Anouk, comment on se positionne, comment on choisit un sujet. On fait le constat qu'il y a beaucoup de problèmes exogènes qui concernent la société. Il y a un titre du livre dont j'ai oublié l'auteur qui parle d'introduction au siècle des menaces. On peut penser aux menaces nucléaires, aux risques biologiques, aux enjeux technologiques avec l'intelligence artificielle, aux risques climatiques, etc. Et du coup, face à ces grands enjeux, nous, on est un peu démunis, on a envie de s'emparer de tout, mais on sait que si on s'occupe de tout, on n'est pas très efficace. Donc, comment on priorise, sachant ça? On a des ressources limitées, comment on priorise?
Donc on mobilise l'heuristique ARN, A pour l'ampleur du problème auquel on s'attaque, R le caractère réalisable. Il existe des disciplines dans lesquelles, enfin des disciplines ou des questions de recherche vers lesquelles apporter une connaissance supplémentaire est bien plus accessible que d'autres, donc où il faut s'hyper spécialiser, pousser le sujet de façon très pointue, avoir beaucoup de ressources, etc. Et enfin N, le caractère négligé. Par exemple, s'il y a 1 million de personnes qui travaillent déjà sur une thématique, j'ai beaucoup moins de chances, moi, en m'additionnant à ces millions de personnes, d'apporter des choses significatives. Et donc, dans un contexte de ressources limitées, peut-être qu'il vaut mieux que je considère ce caractère négligé, que je m'oriente vers d'autres thématiques. Et donc, après ce petit détour, j'en viens à votre question. Est-ce qu'on a... Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez comme exemple précis de recherche qui ont été menées? Alors, je précise que dans le public, il y a des lycéens. Donc, heuristique, c'est un mot un petit peu compliqué. On peut dire comment la science s'organise, en fait, et comment la recherche en elle-même s'organise. Je me permets. Non, vous avez complètement raison. Alors, donnez-nous des exemples, Tom. Donc, dans les exemples, je serais un peu mal placé, je pense, pour donner des exemples très précis, très concrets, mais peut-être que... nous, ce qu'on essaye de faire, on a un projet qui s'appelle le projet CARE, une cartographie des axes de recherche impliqués. Et donc, impliqués, c'est ça, on part des problèmes prioritaires, et ensuite, on en découle des axes de recherche, et on voit où nous, on peut se positionner. Et donc, du coup, on essaye de prendre les grands enjeux, par exemple le changement climatique, les biorisques, le risque nucléaire, faire un peu l'état de la recherche en co-construisant et en regardant un peu avec les chercheurs qu'est-ce qu'ils abordent comme question, qu'est-ce qu'ils abordent dans leur discipline, et ensuite on passe ces sujets à la moulinette ARN, et donc ARN, ampleur, caractère réalisable, caractère négligé, pour en sortir des thématiques, des axes de recherche. C'est un sujet qui nous mobilise beaucoup, mais typiquement, je peux prendre l'exemple de l'intelligence artificielle, où on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs, de gros acteurs comme Google, Facebook, à l'éthique à minima douteuse, qui s'emparent des questions de l'intelligence artificielle et qui cherchent à rendre les modèles toujours plus puissants, toujours plus, avec une vitesse de calcul toujours plus impressionnante. Mais le nombre de personnes qui se préoccupent de comment on rend les systèmes plus sûrs, donc qui s'occupent de la recherche en sûreté de l'IA typiquement, comment on fait en sorte que ce qu'on spécifie à l'intelligence artificielle, c'est vraiment ce qu'on veut. Enfin, je ne sais pas à quel point vous voulez que je développe sur cette thématique, mais... Non, mais en tout cas, c'est des sujets qui parlent à tout le monde parce que ce sont des sujets extrêmement contemporains. Gaël Mingui, je pense que vous allez réagir. Juste une petite question avec une petite réponse à nous, parce que le temps passe extrêmement vite. Est-ce que vous pensez que cette démarche peut donner envie à plus de jeunes de faire de la recherche, mais aussi des personnes un peu différentes? C'est une bonne question. C'est vrai que nous, notre premier constat, c'était toute cette force qui déjà veut faire de la recherche, comment bien l'orienter? Parce qu'on imagine aussi que la recherche, c'est un champ qui souffre aussi de questions de financement. Donc les moyens, c'est vrai qu'on pourrait essayer de voir grand et faire en sorte que beaucoup de gens se dirigent vers ce magnifique champ qu'est la recherche académique. Nous, notre constat, c'était plutôt à partir de toute cette force humaine, de gens qui sont motivés, qui sont curieux, comment réconcilier curiosité scientifique et motivation impliquée pour avoir un impact concret sur le monde. Donc c'était plutôt ça, nous, notre credo initialement. Gaël Mingui, je l'ai dit. Est-ce que je l'ai dit? Oui. Enfin, vous êtes directeur adjoint du Learning Planet Institute. On a entendu François Tadei tout à l'heure. C'est un endroit où on réfléchit beaucoup aux manières d'apprendre, pas juste beaucoup, mais à des choses très précises comme la pédagogie et aussi le sens des apprentissages. Alors, comment vous entendez ces paroles nouvelles voilà, de déficience, mais aussi d'autres jeunes qui cherchent un peu à changer les choses au sein des mondes académiques? Moi, ça me parle évidemment beaucoup, même si ça fait quelques années que je ne suis plus dans leur position, parce que malheureusement, l'âge avance. Ce qu'on essaye de faire au Learning Planet Institute, c'est justement de voir comment est-ce qu'on peut réinventer les systèmes éducatifs. Donc, François a dû parler des systèmes au niveau scolaire, mais aussi au niveau universitaire. Et comment est-ce qu'on peut faire d'autres liens entre la recherche, la manière dont on enseigne, la manière dont on engage les étudiants et comment on co-construit avec eux ce dont ils ont besoin et ce dont la planète a besoin. En fait, on a deux problèmes. On a un objet, l'enseignement supérieur et la recherche, qui a été construit, qui a son historique, qui a son mode de fonctionnement, et ce mode de fonctionnement aujourd'hui est déconnecté de deux choses, le besoin de la planète, globalement, ou les besoins de notre société, en tout cas il n'est pas complètement aligné avec ça, et donc par construction le besoin de nos étudiants qui voient bien qu'on a affronté un certain nombre de sujets et qui ne se reconnaissent pas dans ces enseignements. Donc comment est-ce qu'on peut modifier ça? On n'est évidemment pas les seuls à travailler là-dessus.
Un peu d'écho, non? Non, c'est parce que j'essayais de voir si le lycéen qui avait levé la main tout à l'heure voulait toujours poser sa question et je faisais un signe à Aigui. Donc continuez. On n'est évidemment pas les seuls à travailler là-dessus et il se trouve que hier, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé à l'issue du colloque de Bordeaux que l'enseignement de l'Anthropocène, enfin des transitions, allait être obligatoire sur l'ensemble des cursus universitaires. Donc c'est quand même une avancée intéressante. Et puis il y a d'autres pays qui sont très en avance, qui ont développé des choses qui vont bien au-delà, comme par exemple le fait qu'il y ait des écoles entières, ou on appellerait ça des départements chez nous, qui sont consacrés à résoudre des problèmes qu'on appelle des wicked problems en anglais, c'est-à-dire des problèmes vicieux, c'est-à-dire des problèmes qui sont tellement complexes qu'une seule discipline ne peut pas les aborder. Et en fait, aujourd'hui, tous nos gros problèmes sont des wicked problems. Ils sont à la fois des problèmes d'accès aux ressources naturelles, de pollution, de justice sociale, de structure de la société. Ça pose des problèmes de gouvernance, de transformation des modèles économiques. Dès qu'on commence à tirer un fil, pouf, c'est la glu, on est perdu parce qu'il y en a trop. Donc ça implique qu'on aborde les problèmes d'une autre manière. Et donc, il faut faire une autre forme de recherche. Et il faut aussi faire une autre forme d'enseignement pour que les générations d'aujourd'hui puissent aborder ces sujets avec une base suffisamment solide pour pouvoir les attaquer en collectif, beaucoup plus qu'en personne seule. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut apprendre autrement, sûrement? On a beaucoup parlé de coopération, mais aussi changer notre rapport au savoir, désapprendre. Et ça, c'est Gaëlle qui m'avait mis sur la piste, désapprendre finalement des manières de fonctionner dans le monde académique, des manières d'approcher son objet de recherche pour inventer aussi une autre méthode, pas seulement d'autres sujets. Anouk, pardon, je vous regarde. C'est vrai qu'on parle de sujets, mais plus généralement, comme vous le dites, il y a la question de la pratique scientifique, comment on s'inscrit ou non dans un réseau plus large, par exemple. Moi, c'est ce à quoi me fait penser votre question. C'est par exemple, en tant que mathématicien, est-ce que... si on regarde les curriculums dans les départements classiques, c'est pas forcément prioritaire de se demander quelles sont les applications potentielles dans tels autres champs, quel pari d'applicabilité on peut faire en tant que mathématicien. Et donc peut-être que se dire que la jeunesse future chercheuse en mathématiques se demande, ok, moi par exemple en système complexe, je peux faire des choses qui peuvent servir dans des modèles en climatologie, ou alors Tom parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, il y a un sous-champ qui s'appelle l'interprétabilité des réseaux de neurones, qui permet de faire de la recherche fondamentale en se disant qu'il y aura une application, c'est ce qu'on vise en tout cas. Donc peut-être qu'intégrer dès le début dans notre pratique scientifique, qu'on s'empare de questions exogènes qui sont dans le monde réel et qu'on essaie de créer le réseau entre disciplines qui permet de trouver des réponses. Ça, ouais, peut-être que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup dans le collectif comme quelque chose à intégrer dans la pratique quotidienne de la recherche. Si vous avez une question, c'est le moment de lever la main bien haut. Gaëlle Mainguy, rapidement, mais la recherche, on sait, dépend beaucoup de financement et souvent les chercheurs disent qu'ils passent beaucoup de temps à chercher. Est-ce qu'il faut faire du bruit autour de ces questions pour que les financements arrivent un peu plus facilement ? Beaucoup de bruit. Est-ce qu'on y arrive? Il faut beaucoup de bruit. Ici, par exemple. En fait, c'est un système entier. Alors, quand on veut transformer un système, il faut comprendre comment il fonctionne. Effectivement, il s'agit non seulement des financements, mais il s'agit de la manière dont on enseigne, dont on pratique, dont on finance, dont on organise, dont on gouverne cette organisation. Et tout ça doit être repensé à cette aune-là. D'une phrase, Michael Crow, qui est le président de Arizona State University, qui est pour la 8e année consécutive considéré par ses pairs comme le plus innovant aux États-Unis, donc c'est pas la petite université de quartier, dit on a un savoir immense et on a très très peu de compréhension. Les universités ne sont pas, c'est sa parole, font partie aujourd'hui du problème et non pas de la solution. Mais heureusement, on peut changer ça. Donc le côté disciplinaire et le côté structuré d'avant se confrontent assez mal aux problématiques qu'on a aujourd'hui. Tom, David, et peut-être que Anouk voudra également répondre. J'ai commencé cette heure en parlant de la joie. Est-ce qu'il y aurait un art de la joie dans l'enseignement? La joie, c'est pas tous les matins, quand on fait par exemple une thèse, c'est très difficile, très solitaire comme exercice. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un moyen d'injecter un peu plus de vie dans le monde de la recherche et un peu plus de motivation?
Non, mais complètement, on est complètement dans le thème. Par exemple, quand je vois la question qui anime nos discussions, comment retrouver du sens, j'ai l'impression que c'est complètement ça. Quand on voit les problèmes auxquels on va se confronter, auxquels on se confronte déjà, il y a souvent ce sentiment d'impuissance qui émerge, etc. Et ce qu'on a découvert au sein d'Efficience, et quand on essaye d'agir vraiment avec méthode, c'est qu'il y a un agenda qui se distingue, qui se dresse. Et du coup, en se positionnant comme ça, en regardant comment on priorise et comment on peut agir au mieux, finalement, ça donne du pouvoir en main. On voit qu'on a quelque chose, qu'on peut faire quelque chose. On sort un peu de ce sentiment d'impuissance. Et ce que j'aime bien dire aux gens avec qui on échange souvent, c'est que finalement, la seule chose qu'il nous faut, c'est évidemment du temps, des moyens, des ressources, mais la détermination. Et j'ai l'impression que... c'est un mot que j'aimerais finir en m'adressant à mes étudiants, enfin à mes étudiants, je ne suis pas du tout prof, aux étudiants, qui sont un peu tous les nôtres, aux étudiants et étudiantes, c'est qu'il ne faut baisser ni les bras ni les yeux et agir véritablement avec méthode en s'emparant des problèmes prioritaires et puis voilà, c'est peut-être la note positive. Les sociologues parlent de pouvoir d'agir, empowerment en anglais, c'est un mot qui a longtemps circulé. C'est ça qui donne du sens maintenant à Anouk. C'est vrai que Tom évoquait la question, et vous en parliez juste avant, faire une thèse, un travail solitaire, et on peut se demander à quoi bon, si on investit quelque chose vraiment de niche dans une discipline, en se disant que personne ne va nous lire à part nos confrères et consoeurs académiques, ça peut être assez décourageant, alors que quand on se dit qu'on parle de questions qui émanent du monde civil, et que c'est des questions qui se posent pour tous nos concitoyens, et pas seulement nos concitoyens dans le monde de la recherche, et qu'on répond à des vrais problèmes, et qu'on collabore avec d'autres gens d'autres disciplines, on crée forcément des ponts qui font qu'on sort un petit peu de ce monde de la recherche solitaire, et qu'on a, voilà, comme disait Tom, un agenda qui se dresse. Je pense aussi que c'est un petit peu une des réponses possibles pour faire vivre ce métier de chercheur de manière plus... je pense que le pratiquer une recherche impliquée permet quand même individuellement, de retrouver beaucoup d'aspects positifs dans sa pratique quotidienne. Gaël Mainguy, et ce sera le mot de la fin parce qu'il nous reste 1 minute et que j'ai dit qu'on était très respectueux de l'heure. C'est ça aussi qu'il faut réapprendre, c'est-à-dire cette implication qu'on n'a pas forcément acquise dans les petites classes parce qu'on fait ce qu'on nous demande, on travaille souvent pour les notes, c'est mal ou c'est bien, des fois c'est quand même un petit peu bien, mais est-ce que c'est ça qu'il faut apprendre aujourd'hui à la jeune génération, qu'il faut qu'elle s'apprenne elle-même? Ça va faire le lien avec ce que vous aviez couvert juste avant. On a besoin tout au long de notre vie, et particulièrement dans les petites classes, à apprendre à coopérer, à apprendre à se connaître soi, et à apprendre à désapprendre pour pouvoir réapprendre. Et ça fait partie des choses, ça fait partie de notre boîte à outils dont on a besoin pour pouvoir évoluer en fonction des transformations du monde et pour pouvoir les accompagner et trouver de la joie et du sens dans ce qu'on fait. J'aime beaucoup terminer sur cette idée de joie. Merci infiniment à tous les trois. J'espère que cette discussion vous aura intéressé. Merci beaucoup. Merci.